tout le monde, dans l'épisode précédent, nous avions vu IntelliSense pour utiliser de l'autocomplétion dans l'exemple de code pour pouvoir autocompléter sur du code déjà écrit. Là, je vais vous montrer un des outils de l'éditeur, appelé les snippets, donc des extraits de code qui vont être réutilisables et qu'on va pouvoir comme ça utiliser pour gagner du temps un petit peu dans l'écriture de code ou même l'écriture de texte, parce que ça pourrait bien sûr s'appliquer à du texte, mais comme il s'agit d'un éditeur de code, on va bien sûr se focaliser sur du code. Au niveau de ceux-ci, enfin de ces derniers, on peut déjà passer, c'est-à-dire qu'on peut télécharger, alors vous aurez peut-être d'ailleurs des extraits de code qui sont déjà disponibles. Si vous avez installé certaines extensions, il est possible que ça installe des extraits également. Sinon, au niveau donc du catalogue, ici, on va aller dans le filtre, catégorie, et vous pouvez retrouver snippets ici. Voilà. Et vous avez comme ça le filtre qui est appliqué avec différents cas. Donc si j'en cherche par exemple pour Python, je peux taper directement le nom du langage et je vais généralement retrouver des exemples. Donc avec un petit visuel, peut-être pas, si un visuel quand même. Voilà, qui vous montre rapidement comment ça marche et après on peut en installer, etc. Donc bien sûr, vous pouvez en installer, les utiliser. Voilà, il y a plein de possibilités, mais nous, le but de cet épisode, de cette vidéo, c'est de nous montrer comment créer les vôtres. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous contenter des snippets qui sont utilisés par d'autres personnes, en tout cas qui sont partagés par des personnes, même si pour la majeure partie des choses, vous trouverez peut-être exactement ce que vous voulez, donc ça peut être intéressant. Mais nous, on va voir pour des cas spécifiques, si on veut faire du sur-mesure et qu'on veut écrire nos propres extraits de code pour les réutiliser derrière. On va commencer par un exemple très simple, parce que cela va se baser beaucoup sur la portée également. On peut écrire un extrait de code pour le niveau, la portée globale, c'est-à-dire pour n'importe quel type de fichier, que ce soit du texte ou directement pour un langage de programmation. Et on pourra aussi avoir une portée propre à un ou certains langages si on veut. Je vais vous montrer un exemple simple déjà en termes de syntaxe et après on ira un petit peu plus loin. Parce que vous allez voir qu'au niveau de l'écriture des extraits de code, on peut véritablement, via une syntaxe particulière, aller beaucoup plus loin et avoir notamment quelque chose de dynamique. Alors je vais directement, c'est ça que j'ai mis ça au cas où s'il y avait des notes, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait des choses à noter. On verra par la suite, quoique si je peux le faire ici. Donc voyons par exemple, si pour des besoins dans un fichier texte, je veux prendre des notes sous format texte et je veux réaliser des tableaux, vous savez, des représentations de tableaux sous forme texte. Donc on m'avait peut-être vu dans pas mal de vidéos, je fais souvent ce genre de notation, par exemple. D'accord, un simple tableau avec un titre, éventuellement je pourrais faire d'autres cellules, tout ça. Et j'ai besoin d'écrire ça, vous voyez que ça peut prendre un peu de temps suivant ce que je veux faire pour l'écrire à la main. Et je voudrais pouvoir, en tapant un ensemble de quelques caractères, pouvoir insérer, donc générer automatiquement tout ce texte d'un coup. Et comme ça, à chaque fois que j'aurai besoin de ce genre de tableau de départ, je pourrais le générer directement. C'est à ça que vont servir les extraits de code. Ce qu'on va faire, je vais le garder tel quel pour le moment. Alors vous pouvez passer par la palette de commandes comme d'habitude, sinon ici c'est dans la roue crantée, vous avez les extraits de code ici, et on va choisir nouveau fichier, on ne va pas choisir propre à un langage, mais on va créer un fichier global. Donc on va le faire ici, nouveau fichier. Je vais lui donner un nom, par exemple tableau, et ils vont porter cette extension. Dès qu'on a un fichier global, il est là. D'ailleurs, vous voyez le chemin où sont stockés tous les extraits de code. Si un jour vous voulez les supprimer ou autre, sachez qu'ils sont stockés sur le chemin que vous avez ici d'afficher sur votre éditeur, et vous avez les différents fichiers, vous n'avez plus qu'à les supprimer, et vous reviendrez, on va dire, à un état de départ sans les fichiers qui ont été créés, que vous avez pu produire par la suite. Bon, vous avez un exemple, mais nous, c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici, donc je vais l'enlever. Ça, je vais pas vous perdre ici, et je vais le réécrire complètement pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de syntaxe. Nous sommes sur du format JSON, donc ça ne change pas, ok. Et on va passer d'abord sur le nom. Vous voyez, premier élément ici, c'est ce qu'on va avoir pour déterminer un petit peu l'extrait de code qu'on va avoir. Donc ça va être une aide visuelle. Donc nous, par exemple, on va mettre tableau en ASCII. C'est comme ça, finalement, que c'est, avec des caractères. Et je vais lui indiquer ensuite les différents éléments que je veux au niveau de mon tableau. Il va nous falloir, alors on pourrait préciser une portée avec scope. Ici, comme c'est global, il n'y a pas besoin. Pas obligé de s'assurer de quoi que ce soit. Il va nous falloir un préfixe qui est l'ensemble des caractères que nous allons écrire. C'est eux qui vont indiquer, dès qu'on va écrire ça, ça va nous proposer au niveau de l'autocomplétion, c'est-à-dire qu'ensuite ça utilise IntelliSense, c'est tout l'intérêt, et bien nous proposer dans le menu le bon élément qu'on veut, et ensuite en choisissant, ça va nous générer directement tout ce qu'on veut. Donc moi par exemple, je vais juste taper Tab, et si je tape Tab, ça me proposera la possibilité de compléter avec mon tableau. Ensuite on va avoir le corps de l'extrait de code, d'accord, et c'est ici que ça va être intéressant pour nous par rapport à ce que l'on veut. Vous voyez ici à l'intérieur. Donc là, c'est exactement ce qu'on va générer
et on doit indiquer chacune des lignes. Alors je vais le reprendre, je ne vais pas tout refaire à la main. Par exemple ici, je vais le mettre tel quel, et des petites virgules, je vais le faire voyez pour chacun, et ici, virgule, virgule. Voilà, vous voyez visuellement, on comprend bien ce que c'est ce qui normalement devrait être généré par rapport à cet exemple-là. Et on termine par une description, et je vais mettre sert un tableau ASCII, puisque finalement c'est ça. Et voilà. C'est comme ça que vous allez écrire votre extrait de code, d'accord? Dans ce format-là, et vous aurez les différents éléments. Je vais le laisser ouvert, et je vais revenir ici, on est sur un fichier texte, mais de toute façon ça pourrait être un autre fichier, ça ne poserait pas de problème. Je n'ai pas redémarré l'éditeur, comme vous voyez, puis juste sauvegarder le fichier en question, qui est maintenant donc enregistré à cet emplacement, je rappelle. Et ici, je vais pouvoir taper le préfixe, donc en l'occurrence tab. Je tape tab, et vous voyez, il m'indique, au niveau de IntelliSense, cette possibilité, on a évidemment le fameux titre qu'on a pu mettre, la petite description, et en plus il peut même vous donner un aperçu visuel éventuellement, selon ce que vous avez, donc ça peut servir. Je sélectionne, et voilà, j'ai mon tableau qui est fait. Si je veux en faire un autre, j'en fais pareil avec entrée, vous voyez que je peux directement gagner du temps. Donc ça, c'est vraiment le côté très intéressant des extraits de code, utilisés bien sûr avec IntelliSense comme on l'a vu précédemment, pour pouvoir comme ça insérer du texte, et insérer du code bien sûr comme on va le voir par la suite, très rapidement. Et bien sûr, on va pouvoir aller un petit peu plus loin pour les exemples que je vais vous montrer. Alors là, c'est bien, on a juste vu pour insérer du texte. Donc évidemment, c'est on va dire l'exemple le plus simple qu'on peut produire, ici au niveau global d'ailleurs. Donc vous voudrez par exemple produire un certain code, et je vais vous montrer comme ça quelques exemples, avec quelque chose d'un peu plus poussé tout de même. Je vous ai préparé 3 exemples. On va regarder comme ça ces derniers. On va commencer avec le HTML. Il faut bien commencer par l'un des 3. On va faire celui-ci. Ça, c'est du code qu'on doit très souvent écrire pour une page web. C'est le plus classique, c'est le code minimal, la langue, etc. Voilà, le titre, bref, et ensuite la partie au niveau du code. J'ai pas forcément envie de devoir écrire ça à chaque fois à la main, je veux pouvoir, en tapant à nouveau quelques caractères, générer tout ce code minimal dans un fichier HTML. On va donc créer l'extrait de code pour ça. Alors bien sûr, vous avez vu qu'il faut écrire pas mal de choses, préfixe, description, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut écrire, et on essaie quand même de gagner un peu de temps, donc il existe, vous en doutez bien, alors ça existe un peu pour ton informatique, c'est un peu le principe de ce domaine, des générateurs d'extraits de code par rapport à du texte qu'on pourrait écrire. Donc on va l'utiliser un petit peu après, on va utiliser un générateur, mais déjà je vais aller ici, extrait de code, je veux qu'il s'applique pour HTML, donc cette fois-ci je vais chercher HTML, et je vais avoir mon exemple ici. Je vais enlever ce qu'il y a, volontairement, à nouveau, vous voyez ça crée toujours un fichier ici, qui porte le nom du langage, précisément, et je vais indiquer que je veux ceci, et je vais passer par un générateur, donc Snippet Generator, il y a plein d'autres sites, mais celui-là fonctionne très bien. Je vais copier-coller bêtement mon texte là, et vous voyez qu'il me prépare tout. Tout est fait. Voilà. Je peux mettre le nom, donc c'est la description. Donc je vais mettre page web minimale, page web de base, et le code que je veux noter au début pour qu'il me fasse évidemment la bonne partie. Donc moi par exemple ceci. Voilà. Le petit chevron, doc, comme ça si je tape ceci, ça va automatiquement me proposer ce choix-là. Donc vous voyez, ça me gagne du temps, parce que là évidemment il y a des mises en retrait, tout ça, j'avais pas forcément envie de tout faire à la main. Donc on gagne un peu de temps d'avoir cette partie-là. Mais là bon, si on se contente de ça, forcément, on a juste du texte inséré, même si vous voyez qu'il a pensé à échapper des bons caractères, etc. Donc on va aller un peu plus loin. Je récupère ceci, je le mets là. Alors c'est vrai que oui, il lui faut les accolades, il les met pas. Voilà, cette partie, bon c'est pas très bien. Voilà, hop, présenté, mais on a l'ensemble qui est prêt. Donc voilà, il a échappé les caractères qu'il fallait, il a bien géré les mises en retrait, tout ça. Donc très bien, il nous a fait gagner un petit peu de temps par rapport à ça. Pratique, au moins, on gagne du temps sur cette partie. Moi, je veux aller un peu plus loin, parce qu'on peut aller un peu plus loin avec les extraits de code au niveau de VS Code. Ce qu'on peut faire, c'est d'indiquer des éléments, par exemple, pour placer notre curseur, qui pourra également avoir des passages, si vous voulez, des portions où on va pouvoir remplacer du texte et faire des modifications directement en utilisant la tabulation. Donc on va gagner beaucoup de temps. Moi, ce que je veux faire, principalement, parce que j'ai ça, bon très bien, mais ça, vous voyez, c'est une information, c'est pas forcément toujours français. Peut-être que je vais faire des pages web dans une autre langue, donc j'aimerais gérer une autre langue. Et pour cela, on va utiliser le dollar avec un chiffre, donc commençant de 1 à plusieurs, c'est un entier. Vous verrez que le $0 est réservé pour quelque chose. Vous l'écrivez directement ou vous le mettez entre accolades, l'une ou l'autre des syntaxes. Donc je vais mettre en accolade parce que vous verrez que ça va nous servir pour la suite. Donc ici, j'indique que mon curseur va devoir se positionner à cet emplacement pour commencer.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque lui va produire ce code, il va donc le générer sur ma page, c'est le but, hein, comme on l'a vu avec le tableau juste avant, et ensuite le curseur va commencer par se positionner pile ici, directement, vous voyez, dans l'attribut lang, ici de cette balise. Comme ça, je vais pouvoir taper le bon code de langue que je veux. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui doit changer? Bon, ça, non, alors, voilà, je chipote, mais hop, accent majuscule, ok. Le titre n'est pas forcément le même pour une page web, donc je veux que ça change aussi. Donc ici, ça va être $2, d'accord. Le curseur, en second, se placera entre les balises title. Et enfin, bon, ça je l'ai mis en plus, c'est que c'est pas forcément obligatoire de le garder. Je vais indiquer, alors je pourrais indiquer en 3, mais comme c'est la position finale du curseur, je peux utiliser la valeur 0. C'est là que le curseur ira tout à la fin, une fois qu'on aura tout généré, qui sera positionné un petit peu partout où il fallait. Comme ça, je peux changer toutes ces informations. Donc, vous voyez, on est un petit peu plus loin que ce qu'on a vu précédemment. J'ai enregistré mon fichier, CTRL-S comme d'habitude, j'enlève ça, et je vais taper. Oui, je tape juste le show parce que j'ai pas d'autres extraits de code ou d'éléments d'autocomplétion qui commencent par ça. Il me le propose bien là, il nous montre le code qui a été généré. Je clique, et voilà, le curseur est là. Donc là, je vais gagner du temps. Vous voyez, on voit déjà des curseurs qui sont prêts ici, des éléments visuels verticaux. Donc j'ai plus qu'à taper ce que je veux. Donc là, je veux FR. Je fais la touche Tab, et il me met directement là où il faut. Donc là, mon site, mettons, accueil. Je fais la touche Tab, et je me retrouve ici. Mais là, je peux déjà commencer, vous voyez, hop, mettre un titre. Voilà, et je peux gagner du temps, donc c'est quand même pratique. Je rappelle, hein, si je refais à nouveau, générer, c'est la même chose. Je pourrais faire en anglais, tabulation, autre page, et puis là, je mets autre chose. Voilà, et ainsi de suite. Donc on gagne beaucoup de temps dans l'écriture, surtout quand vous avez comme ça du code répétitif tout le temps. Si vous faites des modules en JavaScript, si vous faites certaines classes dans un langage, si vous écrivez certaines bibliothèques, certains modules, il y a souvent du code qu'on réécrit tout le temps. Donc on peut gagner du temps en procédant de cette manière. Donc là, ça vous a donné comme ça un bon petit exemple pour vous voyez un petit peu un cas d'usage que vous pouvez avoir. On va aller un poil plus loin. C'est pas vraiment un poil plus loin, on va juste le voir dans un autre exemple. On ira un peu plus loin par contre peut-être avec l'exemple avec Python. Ça va être l'occasion, vous allez voir on va rentrer un peu plus dans le détail, notamment des transformations. Donc ça je vais enlever. On va aller déjà en JavaScript. Je veux pouvoir produire ce code-là. D'accord? Alors, un code dynamique, c'est-à-dire écrire le code de la fonction ici, mais de pouvoir directement choisir un nom là, qui aura un nom par défaut, et éventuellement des arguments ici qu'on pourra noter. Donc évidemment, attention, il ne va pas tout produire à la main, hein, c'est pas magique, ça va être à nous de les écrire, mais le but c'est que le curseur soit à chaque fois placé où il faut, pour qu'on ait ensuite à gagner un maximum de temps, si vous voulez, avec ce qu'on veut écrire. Donc c'est quand même tout l'intérêt hein, par rapport à ce qu'on veut faire. Ici, on va pouvoir noter, je vais renoter, bon, exceptionnellement à la main, il n'y a pas grand chose, extrait de code, JavaScript, ici, ça je vais enlever. Ici au niveau de JavaScript, il m'a mis de toute façon un exemple, mais ça, je vais le décommenter hein, de toute façon. Hop. Il gagnera un petit peu de temps. Voilà. Et je vais faire ici des nouvelle fonction. Hop. Qu'est-ce que ça fait? Définir une fonction JavaScript. Voilà. Le préfixe funk, voilà, comme la musique finalement. Et ensuite on a les différentes parties. Donc là il n'y a pas grand chose hein, au niveau des différentes lignes. On va voir quoi? On va déjà commencer. On va faire dedans. En lançant, j'en oublie la moitié. Function. On va avoir le nom à cet endroit-là, donc j'utilise 1. Mais ici, on va passer une valeur par défaut. De dire, par défaut, la fonction s'appellera name. C'est histoire qu'on ait un texte en fait et pas quelque chose de vide. Donc je peux, si je veux, procéder de cette manière-là. Ensuite, on a les parenthèses de la fonction. Et ici, vous l'avez vu, on l'a vu tout à l'heure avec HTML. On va lui mettre $2. Comme ça, on pourra directement placer le curseur entre les parenthèses et noter nos paramètres. On va gagner pas mal de temps. Ici, c'est mon accolade ouvrante. Ici, on va avoir alors ça qu'il utilise au niveau des tabulations. Après, il se règle. Hein. Vous voyez que moi, mes tabulations sont des espaces en réalité. Donc, il fera le réglage, mais je peux utiliser un anti-sacheté. Sinon, je les note à la main. Je fais 1, 2, 3, 4 si j'utilise ça, peu importe. Voilà. Après, ça prend de toute façon vos réglages. Ici, et je vais noter, puisque je veux la partie là, je veux mettre mon curseur à la fin ici, à l'intérieur des accolades pour gagner un peu de temps aussi. Donc, je vais le mettre là. Voilà le $0. Et enfin, l'accolade fermante. Donc, vous voyez, rien de compliqué à ce niveau-là. Voilà, j'ai plus qu'à noter func, je fais tab,
directement, et vous voyez que c'est positionné sur name et ça l'a sélectionné. Donc l'avantage, j'ai plus qu'à noter ma petite fonction, je fais la touche tab, je me retrouve dans les parenthèses, je note mes paramètres, bon là il faut utiliser encore la fonction, je fais un nouveau tab et je passe dans la fonction. Et je peux, vous voyez, directement commencer à écrire mon code ou je sais pas quoi. Voilà. Donc on peut gagner un peu de temps aussi. Donc c'était un autre exemple. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire aussi. Ça fonctionne aussi dans d'autres langages. On peut aller un petit peu plus loin comme ça avec des éléments par défaut. Pour avoir des valeurs par défaut comme là, si j'avais un autre nom, je pourrais dire, tiens, par défaut, le paramètre s'appelle param. Je pourrais plus très bien faire ça comme ça. Ok, bon ça c'est bien joli. On a vu, on va aller un peu plus loin pour terminer cet épisode, de trouver quelque chose d'un peu plus complet en utilisant des transformations. Parce qu'il y a la possibilité, donc là évidemment si vous voulez aller plus loin par la suite, parce que là vous savez vous êtes sur une mini-série où je n'aborde pas tout en détail, et de toute façon ce serait pas vraiment possible non plus, mais si vous voulez aller très loin, voilà, au niveau de la documentation, vous aurez toute une partie sur beaucoup de choses liées aux variables, parce qu'il y a des variables qui sont déjà prêtes, par exemple le nom du fichier, du répertoire, la possibilité d'avoir l'année en cours, la date. Si par exemple vous voulez écrire les en-têtes de vos fichiers, vous avez un fichier source, vous voulez marquer la date du fichier, le nom, l'auteur, etc. Vous pouvez passer par des variables pour gagner du temps, qui sont précédées par un dollar et vous mettez ça entre accolades, comme on l'a fait pour le dollar, le 1, 0, 1, etc. Et vous avez ensuite des transformations. Voilà. On peut passer par les expressions rationnelles et transformer des éléments d'autres. Et ça, je vais vous montrer un exemple. Ce serait bien de vous faire un petit exemple dans cet épisode. Voilà, vous avez la grammaire, mais voilà, c'est plus détaillé. Donc comme d'habitude, si vous voulez tout le détail, les documentations sont là pour ça. Faisons un exemple concret qui est-il utile ou pas, j'en sais rien, mais je vais trouver un exemple en tout cas suffisamment parlant, pas trop compliqué, mais qui entre suffisamment dans le détail, avec Python. Voilà ce que je vais pouvoir produire au niveau du code. C'est-à-dire d'avoir un fichier qui porte un nom, ok, et qu'automatiquement dans ce fichier, dès que je vais taper par exemple ça, là, voilà, ça va me générer une classe complète avec un nom de classe avec une majuscule au début. Alors attention, si votre fichier s'appelle Game Manager, le programme ne va pas pouvoir deviner où sont les points, où démarrent les nouveaux mots et vous écrire ça. Donc évidemment, il y a des limites aussi, bien sûr, c'est pas magique non plus, mais on aura quelque chose qui est mieux que rien. Donc le but, d'avoir quelque chose comme ça. Il écrira directement la fonction init, ici la méthode init, avec un paramètre. On verra si éventuellement on permet le changement rapide par rapport à ça, je vous montrerai à la fin si vous voulez. Et ensuite la petite fonction, ici redéfinit la méthode, string, pour pouvoir afficher bêtement. On a la petite condition qui fait que si on démarre le programme par ce fichier, ça c'est volontaire parce que je veux aller un petit peu plus loin, on utilisera la première lettre du fichier en minuscule pour la variable, tout simplement. Ensuite un appel au constructeur en mettant test le nom du fichier. Donc bien sûr, j'ai volontairement, vous voyez, mis plein de détails, mais c'est pour vraiment on aille un peu plus loin dans l'utilisation des extraits de code. Comme je vous dis, c'est pas forcément très utile, mais au moins l'exemple sera suffisamment parlant. Et ensuite on affiche P, puisque ça va faire appel implicite à ça. Donc ce sera très bien. Comment faire ça au niveau de l'extrait de code? Parce que vous voyez que là, il ne s'agit pas simplement de taper ça. Parce que si mon fichier s'appelle weapon.py, il faudra qu'il crée une classe weapon avec une majuscule ici. Il faudra qu'ici mette un W minuscule, qu'il appelle weapon, qu'il écrive ici test weapon, et ici print de W. Vous voyez un petit peu les changements de dynamique qu'il va devoir faire en fonction du nom du fichier. Donc pour ça, c'est très simple. Alors déjà, je vais enlever ça. Je vais quand même le mettre en commentaire, ça vous pourrez comparer à la fin, voyant que je ne vous ai pas montré des bêtises. On va faire ça. Extrait de code, Python. Pof. Je vais enlever. Mais je vais quand même reprendre cette partie. Alors c'est à quoi j'aurais dû faire ça. Voilà, on va gagner un peu de temps. Hop, le générateur, pour qu'il me mette ce code. Voilà, on page web non. Nouvelle classe. Et cla. J'aurais pu mettre clap aussi, mais ça ira bien comme ça. On y va. Voilà, comme ça, on gagne un petit peu de temps. À quoi ça ressemble? Donc là, c'est vrai que si je mets cet exemple tel quel, on peut tester. J'enregistre. Testons. Bon, super, ça fait ça. Player.py, ok, on peut dire bon, c'est bien. Le problème, c'est que si je viens faire, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un fichier weapon, bien sûr, weapon comme ceci, je tape là, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Eh bien, il va bêtement insérer le code, donc player, et ça ne correspond pas, et je ne veux pas. Moi, je veux quelque chose qui soit dynamique, justement. Donc ça, on va changer, pas de problème, il va y avoir des petits changements, enfin, petit changement, c'est un grand mot, mais on va devoir quelques petits changements ici au niveau des transformations à appliquer pour que ça fonctionne directement au niveau de notre code. Bien,
On va regarder au niveau de la classe, parce qu'il va y avoir quand même quelques changements à faire, hein, alors qu'on note un petit peu tout l'ensemble, pour ce qui est à écrire. Alors ça, on voit bien que ça va pas. Il va devoir prendre le nom, le nom du fichier, ok, et mettre la première lettre en majuscule. Donc pour ça, on va devoir passer par une variable. Déjà, comment récupérer le nom du fichier. Donc ça, on l'avait ici au niveau de la documentation dans les variables. Évidemment, vous avez vu, je ne les connais pas forcément tous par cœur, toutes par cœur les variables. Et il y a une documentation, donc s'il vous plaît, parce qu'il y a sûrement des gens qui s'efforcent peut-être de vouloir apprendre par cœur tous les paramètres ou autres dans des documentations de tous les langages et outils qu'ils utilisent. Ça ne sert à rien de toute façon. Vous irez toujours vous référer à une documentation, d'autant qu'il peut y avoir des changements, des mises à jour, des choses obsolètes. Donc prenez toujours pour référence les documentations. Donc nous, ce qui va nous servir, et ça va nous servir très souvent, c'est ça. C'est le nom du fichier, actuellement, sans son extension. Parce que oui, si vous prenez celui-ci, vous aurez le point .py à la fin. Évidemment, on n'en veut pas. Donc nous, on veut juste ça. Ok, tout simplement. Bien. On va changer cette information. On va utiliser toute l'écriture par rapport à ce que nous voulons. Puisque c'est effectivement le changement qu'on veut, auquel on veut affecter ceci. Donc $, je vais mettre mes accolades ici, parce que c'est finalement toute la partie qu'on veut. Et on va devoir noter notre fameuse variable. Donc, alors parce que c'est que si je la copie-colle et que je la copie et que je la colle pas, ça va pas servir beaucoup. Donc ça, c'est le nom de la variable. Donc là, ça noterait simplement class player en minuscule. C'est pas ce qu'on veut, donc on va devoir procéder à une transformation et en passant par des expressions rationnelles. Si vous ne savez pas ce qu'est une expression rationnelle, vous avez une vidéo, pardon, pas le cours, mais une vidéo sur la chaîne. Donc je vous renvoie vers celle-ci et ça vous fait un petit peu tout le tour en détail des expressions rationnelles, parce que c'est quelque chose qu'on utilise énormément en informatique. Donc ce que je vais simplement dire, alors avec le slash, pardon, parce que j'avais la majuscule activée, on va vouloir transformer la partie que l'on veut, d'accord, avec une majuscule. Donc prendre le premier caractère, et là toute la partie, donc un ou plusieurs caractères ensuite, parce qu'on veut tout le mot, on veut pas juste ici P, on veut tout le reste, donc le premier caractère et la suite, et on va faire une transformation de tout ça. Donc tout ça, il faut lui mettre, à nouveau, vous voyez, les dollars avec ici les accolades. Alors là, faut pas se tromper, faut pas en oublier la moitié, sinon on va se gourer, peu importe la transformation qu'on a, et ici d'ailleurs il manque un slash. Alors ça, il y a des chances qu'au départ, vous fassiez des erreurs, vous oubliez un slash, une accolade, etc. Parce que vous voyez que ça devient très très vite compliqué au niveau de la syntaxe. Faut pas se tromper. Donc je rappelle, on a ça c'est la partie complète. Ensuite, on dit qu'on a cette variable. Ensuite, ça c'est ce qu'on capture. Donc vous voyez slash ce qu'on capture. Et ensuite, à l'intérieur, entre deux slash, finalement, ce qu'on va faire. Donc on a ce premier élément, c'est-à-dire finalement ce qui est sélectionné, d'accord, c'est notre élément capturé, donc le curseur, comme on avait vu, un $1. Et ça, je choisis de le transformer, donc je mets à nouveau un slash ici en version capitalisée. Donc capitalize, et pareil, ça c'est pas inventé, d'accord, ceci c'est dans la documentation, vous avez normalement dans la grammaire, je pense, oui, voilà, ceci. Vous avez différents formats, donc on peut tout mettre en minuscule, tout en majuscule, capitalisé, camel case, pascal case, vous avez différentes notations, donc ça peut servir par rapport à ça. Et normalement, j'ai pas fait de bêtises. Et en fait, si j'ai fait une bêtise, puisque là, on veut tout changer, juste capitaliser, donc il n'y a pas besoin de faire ça. C'est juste, en fait, on prend le nom du fichier, on met juste la première lettre en majuscule. Donc, il faut juste mettre ça, il n'y avait pas besoin de la première. Ça va nous servir plutôt pour ça. Donc, je suis allé un petit peu vite. Donc, normalement, un petit peu, tac. Ici, accolade, normalement, il en manque. Ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air bon. Ok, on va déjà tester ça. Voyez, on va faire étape par étape. Éviter d'avoir des bêtises. Je vais noter. Ok, donc ça met player. Est-ce que ça fait pareil pour ça? Ok, vous voyez déjà, c'est pas mal. On a enfin le bon nom correspondant au fichier avec la petite majuscule au début. Donc vous voyez, c'est pas encore le cas là. On n'a pas tout à fait tout fini. Bien, on va avancer. Je vais doucement, pas trop vite, parce que encore une fois, il y a plein de notations. Il faut pas se tromper. Ça, on a dit qu'on laissait, voilà. Et ça, c'est la partie qui va changer ici. Donc là, c'est partie en minuscule, donc il nous faut finalement un seul élément. On n'a pas grand chose à noter ici avant le égal, mais il faut qu'on transforme un peu tout ça. Donc ça en fait partie quand même. Je vais reprendre tout ça, je pense. Donc là, le copier-coller va bien nous aider, parce que ça fonctionne ici. Je vais faire ça. Voilà. Cette fois-ci, effectivement, c'est le premier caractère seulement, et ensuite la suite.
Ici, je mets tout en... C'est downcase. Je ne veux pas écrire de bêtises. C'est ça, downcase. C'est pas lower, hein, où on trouve beaucoup dans des langages. Donc downcase, voilà, tout en minuscule. C'est ce que je veux, mais on prend que la première lettre du fichier. Parce qu'encore une fois, dans ma condition, voilà, je m'en fiche que la variable ait un nom explicite. C'était pour un code d'exemple. Ça allait très bien. Bah là, c'est à nouveau ça. C'est le nom de la classe, donc oui. Alors attention, on peut pas, à moins de passer par éventuellement des extensions qui permettraient de coder des choses, etc. en plus, donc de rajouter des choses en surplus qui sont pas natives, on est obligé d'avoir de la répétition. D'accord. On peut pas passer par des variables intermédiaires qui permettraient d'enregistrer ce schéma et de le réappliquer. Puis je pense que c'est déjà assez compliqué en termes de syntaxe comme ça au niveau de la ponctuation, sans en rajouter. Donc là, je répète, puisque c'est la même chose pour player, voilà cette partie. Et ensuite, il y a ça, ça c'est juste le nom du fichier. Donc en réalité, c'est juste ça. Hop. Qui doit répéter tel quel, qui normalement on va considérer qu'il est en minuscule. Si vraiment au pire vous dites que la personne pourrait, enfin, ce que vous pourriez écrire, le nom serait pas forcément minuscule, on peut faire des transformations. Moi je pars du principe c'est mon code, ma convention c'est de noter les noms des fichiers en minuscule. Donc je mets simplement le nom ici. Et ensuite, pour ce qu'on a là, et c'est à nouveau la même règle. Donc c'est la transformation là, puisque c'est le nom de la variable. Donc ça fait beaucoup de choses, mais on a quelque chose de dynamique, en tout cas. Si j'ai pas fait de bêtises. On va voir ça tout de suite. On y va. Je tape la partie player. Ça a bien mipé player, mais ça c'était ce qu'on avait par défaut tout à l'heure. Donc attention, peut-être que ce n'est pas tout à fait ça. Donc on y va. Là. Et c'est bon. Vous voyez, W. Ah non, c'est pas bon. Il y a un petit une espace en trop. Une espace en trop ici. Voilà, parce que j'avais fait un copier-coller, c'est tout. On recommence. C'est bon. Voilà, vous voyez, test weapon. Et c'est ça pour tout. Un nouveau. Si je dois map, hop, là, hop, vous voyez, classe map, etc. 1M, map, voilà. Donc, vous voyez, ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Très bien. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour terminer cet épisode? On n'est plus à 2 minutes près. On va changer ça. Ça peut être pas mal que la personne puisse directement choisir les noms. Alors d'un seul paramètre, si on veut le faire pour plus, pareil, c'est pas magique, on peut pas non plus tout changer. Mais au moins que la personne, vous voyez, puisse changer partout le nom là, param, par autre chose. Alors sauf ici, quoique si, oui ici, puisque c'est ce sera le nom de l'attribut ensuite pour la classe. Donc on va faire ça, voilà tout bêtement. Donc c'est-à-dire de là où on place notre différents éléments, et ce sera l'emplacement final du curseur partout, mais on peut le faire à plein d'endroits. Tout à l'heure, je vous avais montré, vous voyez l'emplacement du curseur dans l'ordre, mais à un seul endroit. Bien sûr, si vous mettez le même numéro, le même chiffre, eh bien ça a placé des multiples curseurs. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans des épisodes précédents, on peut avoir des curseurs multiples au niveau du VS Code, donc évidemment, il n'y a rien qui vous interdit d'avoir ça. Donc là, $0, puisqu'ici ça s'appellera pas forcément param, donc là forcément ça dépend de ce qui est là, ça dépend de ce qui est là aussi, là et là. Et bien sûr, là on va gagner pas mal de choses. Je vais enlever cette partie et on va enlever pour player. Je tape ceci, je fais entrer, et vous voyez que je suis directement positionné là. Si je tape name, hop, voilà, name est mis partout. Donc on gagne beaucoup de temps aussi. Pour l'arme, là, ici, je peux mettre power par exemple, et voilà, ça change aussi. Bon, ça permet d'accélérer un petit peu les choses et de garder quelque chose de dynamique. Donc au moins vous avez un exemple suffisamment explicite, je pense, pour voir un petit peu la puissance, finalement tout ce qu'on peut faire avec ça, sachant qu'encore une fois, on peut aller encore plus loin, on peut régler beaucoup de choses. Je vous ai pas forcément montré, par exemple, qu'on pouvait faire des choix, on peut utiliser la barre verticale pour que ça prenne un ou l'autre des éléments dans une liste, voilà, dans un exemple, séparé par des virgules. Voilà, on peut s'amuser à faire beaucoup de choses, et comme ça, placer le curseur en fonction pour gagner pareil un peu de temps, et que le développeur ensuite, l'utilisateur, puisse compléter le texte directement en ayant le curseur à chaque fois positionné au bon endroit. C'est tout l'intérêt un petit peu des extraits de code justement, c'est de pouvoir réaliser ce genre de choses. Je vais vous laisser là. On a fait le tour en tout cas de ce que moi je voulais montrer pour cette mini-série. Ici concernant les extraits de code, donc les snippets, on a fait un peu le tour. Et on va continuer tranquillement sur cet ensemble de vidéos, cette playlist. On a encore quelques petites choses à voir en tout cas sur VS Code avant d'en terminer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça dans les commentaires sous la vidéo. A bientôt.